Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Richard Sakwa, professeur à l'Université du Kent, et j'ajouterai le plus grand spécialiste que nous ayons de la politique russe ici en Europe. L'objectif aujourd'hui, bien sûr, est de discuter de son livre, La paix perdue, mais aussi des conséquences de celui-ci, à savoir le pivot de la Russie vers l'Est. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un plaisir d'être de retour. J'ai pensé qu'un bon point de départ pour discuter de votre livre, La paix perdue, serait l'année 1989, lorsque la fin de la guerre froide a été déclarée. Une nouvelle Europe devait être créée sans ligne de division, fondée sur la sécurité indivisible et l'égalité souveraine, dans l'espoir de mettre fin à la rivalité idéologique et à la politique des blocs, plus ou moins dans l'esprit du concept de Gorbatchev d'une maison européenne commune. Selon vous, quelles étaient les principales attentes à l'époque et pourquoi les choses ont-elles évolué dans une direction si différente? Ou, pour reprendre le titre de votre livre, pourquoi la paix a-t-elle été perdue? Oui, merci. En fait, je soutiens qu'il y avait une paix à perdre, une paix potentielle. Et de quel type de paix s'agit-il? Eh bien, l'argument principal serait que nous devrions commencer non pas tant en 1989, mais en 1945. Et en réalité, alors que nous parlons en ce moment, nous célébrons le 80e anniversaire de la création des Nations Unies. Bien sûr, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre la plus dévastatrice de l'histoire humaine, les aspirations qui ont mené à la création des Nations Unies et à l'adoption de la Charte, ainsi qu'à tous les autres protocoles, institutions, etc., qui ont suivi, étaient précisément une tentative d'établir un ordre de paix positif, pas seulement l'absence de guerre, mais permettre à l'humanité d'éviter le fléau de la guerre, comme le dit la Charte. Ainsi, en 1945, les grandes puissances et d'autres puissances également, la Chine, l'Inde, qui était un membre fondateur, même si elle n'était pas indépendante en 1945, et ainsi de suite, se sont réunis. Mais pour comprendre l'aspect plus profond de votre question, permettez-moi de suggérer ce qui se passait en 1945 et pourquoi le système international de la Charte, comme je l'appelle, a duré 80 ans, même si certains diraient qu'il tient à peine aujourd'hui. Nous pourrons peut-être parler des Nations Unies dans un instant, de l'endroit où elles en sont après 80 ans. Mais néanmoins, en 1945, deux éléments se sont conjugués pour établir ce système international de la Charte. Le premier était l'idée que les grandes puissances auraient une place particulière. La Société Nation alles use bast alles gord Aujourd'hui, je décris cela en disant que deux formes de committee, c'est un mot formidable que j'utilise désormais, C-O-M-I-T-Y, committee, se sont réunis. La committee se définit comme le fait que des nations s'unissent pour un objectif commun. Ainsi, en 1945, il y avait deux formes de committee. La première était la committee des grandes puissances, que les Russes et les Soviétiques appelaient auparavant le système de Yalta-Potsdam, même si ce n'était pas vraiment un système de Yalta-Potsdam. Mais cela signifiait assurément que les Nations Unies incorporaient le statut de grande puissance. Et c'était l'une des conditions pour lesquelles les États-Unis ont adhéré, et pourquoi le Sénat, qui bien sûr n'avait pas ratifié le traité de la Société des Nations en 1919, l'a fait en 1945. Donc, la comité des grandes puissances se retrouve aujourd'hui au Conseil de sécurité, les 5 membres permanents. Le deuxième type de courtoisie est la courtoisie fédérative. Aujourd'hui, il y a 193 États souverains égaux à l'Assemblée générale des Nations unies. À l'heure où nous parlons, elle se réunit pour sa 80e session afin de célébrer son 80e anniversaire. Fédérative, ou si vous préférez, je ne vais pas l'appeler courtoisie démocratique, ce qui signifie que tous les États possèdent une souveraineté égale,
et ainsi de suite. Il s'agit donc d'un système fondé sur une charte qui a survécu grâce à cette combinaison entre l'aspiration à l'égalité de tous les États-nations et la politique des grandes puissances. Revenons à 1989, lorsque Gorbatchev, Mikhaïl Sergueïevitch, a mis fin à la guerre froide avec l'Union soviétique en tête. Ce n'était pas une capitulation face à l'Occident politique, comme je l'appelle, l'Occident collectif, comme l'appellent les Russes. C'était précisément une tentative de revenir au système de la charte. Il l'a dit explicitement des milliers de fois dans son célèbre discours aux Nations Unies en décembre 1988 et à de nombreuses autres occasions. Nous devons revenir à 1945 et à ses principes, à ses idées de la charte sur la dignité humaine, la souveraineté nationale, l'internationalisme souverain, et ainsi de suite. C'était à l'ordre du jour. C'était une tentative de relancer le système. Et pourquoi cela a-t-il échoué? Cela a échoué parce que l'Occident politique ou l'Occident collectif a essentiellement cherché à s'approprier ou à bloquer l'alternative, à bloquer ce véritable retour à 1945, et au lieu même d'une entente entre grandes puissances, un système unipolaire, une puissance unique, s'est réimposé sous la forme de l'hégémonie américaine pour la ou les 2 décennies suivantes. C'est pourquoi cela a été perdu. Et ensuite, l'épiphénomène de cela, bien sûr, a été l'élargissement de l'OTAN et l'effondrement complet de l'ordre de sécurité européen. L'idée était que ce système d'après-guerre froide serait simplement l'expansion de l'Occident politique, se prétendant universel, ce que de toute évidence, la Russie, la Chine et certains autres États n'auraient jamais pu accepter. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, on peut dire que la guerre froide n'a jamais pris fin. Elle a simplement pris de nouvelles formes, et bien sûr, aujourd'hui, des formes exceptionnellement dangereuses. Donc, la guerre froide. Eh bien, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on peut voir que l'Occident vivait plus ou moins dans un système dual à l'époque, car nous avions, je suppose, le système transatlantique de l'Occident politique. Mais en même temps, il existait des institutions construites autour des Nations Unies. Donc d'un côté, nous avons le système de bloc de l'Occident politique, et de l'autre, il y a ce système international plus inclusif, sur lequel repose le droit international. Mais est-ce ainsi que vous percevez la principale compétition alors entre l'Occident et les Russes après la guerre froide? C'est-à-dire, quel monde adopter? Soit le système onusien d'égal souverain inclusif, soit simplement un Occident élargi, où l'Occident bénéficierait, je suppose, de ses privilèges. Exactement. À mon sens, depuis 1945, nous vivons, pas même au plus haut niveau, mais dans les domaines des affaires internationales, dans un système international, la charte, qui est d'ailleurs, comme vous le dites, la seule source du droit international, du véritable droit international humanitaire, est en fait la seule autorité légitime pour des choses comme les sanctions universelles, etc. Mais au sein de ce système international, nous avions et avons des visions d'ordre mondiaux globaux en concurrence. Nous avions le bloc soviétique, comme vous le dites, le bloc soviétique dirigé par la Russie. Et de l'autre côté, nous avions cet Occident collectif, le système de puissance atlantique, l'Occident politique. Après 1989, un bloc, le pacte de Varsovie, s'est dissous. Mais à ce moment-là, cet Occident politique s'est radicalisé. Il a prétendu être universel. Et cet Occident politique a été créé et a toujours eu d'ailleurs une vision différente, un modèle de fonctionnement de la politique internationale qui était antagoniste à la manière dont le système de la charte devrait fonctionner. Au fondement du système de la charte se trouve le principe de l'internationalisme souverain. C'est pourquoi des personnes comme John Eikenberry et d'autres, grands défenseurs de ce qu'on appelle l'ordre international libéral, se trompent en affirmant qu'aujourd'hui nous revenons à la Westphalie, à savoir simplement ces États souverains comme des boules de billard qui s'entrechoquent.
car l'internationalisme souverain, c'est la Westphalie plus, la souveraineté plus l'internationalisme sous de nombreuses formes, mais surtout les Nations Unies. Alors que l'idéologie de ce système atlantique, de l'Occident politique, était et reste le globalisme libéral. John Mearsheimer l'appelle l'hégémonie libérale après 1989, mais il s'agit bien de globalisme libéral. En d'autres termes, il existait des principes supérieurs à la souveraineté nationale. C'est pourquoi les États-Unis, durant la Première Guerre froide, sont intervenus à 55 reprises par divers types de coups d'État ou d'interventions, même lorsque des pouvoirs démocratiquement élus, par exemple le Chili en 1973, étaient concernés. Mais comme le globalisme libéral s'est ensuite radicalisé, bien sûr après 1989, en l'absence de cet ordre mondial concurrent, il est devenu ce qu'on appelle l'ordre fondé sur des règles, l'hégémonie libérale, etc., qui bien entendu est aujourd'hui remis en cause par le nouveau modèle d'ordre mondial de plus en plus défini, un modèle alternatif, qui est l'alignement russo-chinois, ou les BRICS, ou l'Organisation de coopération de Shanghai, et tout un ensemble d'autres, que l'on pourrait, en termes généraux, appeler, appelons-le, je ne sais pas comment l'appeler, l'Est politique. Mais il est important de souligner que cet Est politique, tout comme Gorbatchev, n'est pas anti-occidental. C'est, ou même anti-bleu, c'est post-occidental. Il n'est pas séduisant d'être simplement l'anti de quelque chose. C'est la réponse à la logique du globalisme libéral et cela défend l'internationalisme souverain. Par conséquent, cela fait à nouveau appel au principe de la charte. Et c'est ce qui rend ce moment où nous vivons aujourd'hui si intéressant, à moins que nous n'entrions dans une guerre totale. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons désormais une force mondiale menée malgré tous leurs défauts par la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et tant d'autres pays. L'Indonésie a rejoint l'organisation des BRICS cette année. En d'autres termes, pour défendre précisément les principes de la charte. Et c'est un point clé. Chaque fois que je parle à certains responsables américains qui ont participé à la construction de l'architecture de sécurité européenne après la guerre froide, ils insistent toujours, un peu comme John Mearsheimer, sur le fait que l'idée principale était que cela devait être une force positive. Encore une fois, que les bonnes intentions étaient essentiellement sincères, l'idée qu'ils pouvaient recréer le monde à leur image. Un monde organisé autour de l'hégémonie américaine et des valeurs démocratiques libérales était censé ne viser personne en particulier. Cela devait être une force bénéfique dont tout le monde profiterait. Bien sûr, on peut soutenir que cela s'est ensuite confondu avec l'ensemble du projet néoconservateur de paix par la domination. Mais indépendamment de cela, il semble que la réaction négative de la Russie soit souvent présentée en termes de valeurs. Ainsi, si nous poursuivons ce système international fondé sur l'hégémonie libérale, l'argument avancé est que les Russes craignaient la démocratie. Ils n'aimaient pas voir la démocratie parce qu'ils seraient, en quelque sorte, intrinsèquement autoritaires. Ce genre d'argument souvent destiné à diaboliser les Russes. Mais les Russes se concentraient toujours sur l'aspect hégémonique, à savoir qu'ils n'appréciaient pas l'inégalité souveraine. L'idée que toutes les décisions seraient simplement prises à Washington et que le reste du monde devrait s'adapter. Mais selon vous, à quel moment, dans cette chronologie entre 1989 et aujourd'hui, avons-nous effectivement commencé à perdre la paix? Ou bien considérez-vous qu'il s'agit de plusieurs étapes différentes? Encore une fois, en partant du grand optimisme des années 90, lorsque nous pensions que cela serait une force positive, comment en sommes-nous arrivés à cette situation où nous en venons plus ou moins à envisager de frapper Moscou avec des missiles? De toute évidence, la paix a été perdue. Mais avez-vous des repères ou des moments dans l'histoire où nous avons manifestement commis des erreurs majeures?
where we obviously made some key mistakes. Je suppose que pour être tout à fait précis, nous n'avons jamais vraiment obtenu la paix que nous souhaitions. Donc quand on dit que c'était une paix perdue, en réalité nous ne l'avons jamais vraiment eue. Mais la paix qui a été perdue, c'est la paix positive, par opposition à la paix négative de la guerre froide. Mais oui, il y a une chronologie très claire. Mais pour revenir à votre point précédent avant d'y arriver, je dirais simplement qu'après 1945, les États-Unis, le bloc politique occidental mené par les États-Unis, a clairement eu ce double visage. Et la façon dont je le décrirais aujourd'hui, et je ne suis sans doute pas le seul, c'est de dire que ces deux visages étaient l'Empire et le Commonwealth. Le fait est donc que les États-Unis, l'Anglo-Amérique, jusqu'en 1947, lorsque pendant la guerre civile grecque, le Royaume-Uni a passé le relais aux États-Unis pour diriger l'Occident, avaient effectivement une perspective du Commonwealth très puissante, le bien public, les biens communs, etc. Et c'est bien sûr l'idéologie sur laquelle la guerre froide a été menée. Et ce n'était pas vide de sens. Il y avait évidemment de nombreux éléments positifs dans cet Occident politique. Et il s'agissait d'un Commonwealth de biens publics. Eh bien, ne parlons même pas de la mondialisation, mais des deux autres grands domaines de la politique internationale. Nous avons le système international, si vous voulez, le niveau supérieur, des ordres mondiaux en concurrence. Et puis, bien sûr, il y a le niveau de l'économie politique internationale. À ce niveau, les États-Unis ont fourni de nombreux biens publics et établi un cadre pour le commerce mondial et le développement économique mondial, ce qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, il faut aussi mentionner, pour être complet, qu'il s'agissait également d'une période de formidable essor de la société civile transnationale. Des organisations non gouvernementales internationales, Oxfam, Amnesty International et tant d'autres, accomplissant un travail essentiel. Donc, Empire contre Commonwealth. L'autre facette, bien sûr, c'était l'Empire. Les États-Unis resteraient numéro 1. Quiconque contestait, même de manière démocratique, les communistes en Italie en 1966, en 1949, ailleurs, au Chili ou ailleurs, c'était l'Empire. Je veux dire, rappelons-le, c'est symbolique. C'est du pouvoir. Après 1989, l'élément du Commonwealth allait clairement se poursuivre, mais il s'est radicalisé de toutes sortes de manières. La chronologie, à ce moment-là, était que les 40 années après 1945 étaient dominées par la confrontation avec l'Union soviétique, ce qui a forcé les puissances occidentales à adopter le keynésianisme et à instaurer des États-providence. Bien sûr, cela avait commencé avant la guerre avec le New Deal aux États-Unis et avec la social-démocratie suédoise, enfin scandinave, avant la guerre. Mais cela est ensuite devenu la norme générale. Royaume-Uni, France, Italie et ainsi de suite, l'Allemagne. Donc pendant 40 ans, ils ont construit cela. Ils modifiaient, tempéraient, affaiblissait le capitalisme sauvage. Mais ensuite, après 1985, le défi socialiste commençait déjà à s'affaiblir. Non seulement l'Union soviétique dans sa forme géopolitique, mais aussi en interne. Et nous avons passé les 40 dernières années à démanteler l'encadrement du capitalisme sous couvert de néolibéralisme et bien sûr, en politique étrangère, à promouvoir une vision néoconservatrice radicalisée de la domination et de l'hégémonie permanente des États-Unis. Le tournant se situe donc dans ce cadre intellectuel. Les années 90 ont évidemment vu émerger une forme radicale de libéralisme de marché libre en Russie et dans les États post-communistes. Cela a bien entendu généré des conflits au sein de l'Occident politique, au sein des sociétés de l'Occident politique, qui ouvrent aujourd'hui une toute nouvelle phase de ce que l'on appelle les défis populistes de gauche et de droite, et ainsi de suite. Donc lorsque vous parlez de moment, bien sûr, à l'intérieur de cela, nous avons ce courant sous-jacent en Occident politique, dans notre contexte européen,
l'élargissement de l'OTAN, l'incapacité des États-Unis à agir en tant que véritables artisans de la paix. On peut déjà le constater lors des guerres civiles yougoslaves ou guerre de Yougoslavie, dans les années 1990, le bombardement de la Yougoslavie, la Serbie en 1999, et bien sûr l'invasion anglo-américaine illégale de 2003, le retrait des États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques en juin 2002. Il y a donc de nombreux moments sur ce chemin qui bien sûr constituaient un dilemme de sécurité croissant sur le continent européen, lequel a explosé dans la terrible guerre que nous voyons aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne. Il y a donc toutes sortes d'étapes, mais chaque étape s'inscrivait dans cette logique que j'ai évoquée plus tôt. Ce qui est intéressant cependant, c'est que souvent dans ce débat, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes avec le 19e siècle. À cette époque, parmi les libéraux britanniques, certains défendaient ou s'opposaient au concept d'empire libéral. Certains libéraux soutenaient qu'un empire contredisait l'idée même du libéralisme, c'est-à-dire l'autodétermination d'un peuple, tandis que d'autres, et on pourrait inclure John Stuart Mill dans cette catégorie, affirmaient que l'empire était nécessaire pour faire progresser la cause du libéralisme. Donc, encore une fois, le libéralisme contredit-il le concept d'empire? Il y avait un débat à ce sujet. Mais, bien sûr, après la crise économique de 1873, on a vu que tout le concept d'empire, a largement abandonné la prétention de faire avancer le libéralisme. C'est devenu un peu plus laid, plus extractif et plus impitoyable dans la compétition géopolitique. Aujourd'hui, si l'on regarde, on n'appelle plus cela empire libéral. On parle de hégémonie libérale. Mais là encore, cela ressemble en partie à un simple changement de nom. Pourtant, les mêmes débats, plus ou moins, persistent. C'est-à-dire, les partisans de ce système défendent-ils essentiellement l'idée d'intervenir dans les affaires intérieures d'autres pays pour promouvoir la démocratie, l'interventionnisme humanitaire et l'expansion de ces blocs exclusifs. Et tout cela serait au service de la démocratie libérale. Encore une fois, c'est la logique qui sous-tend l'élargissement de l'UPOA member et de l'OTAN. Plutôt que la mise en place d'une architecture de sécurité inclusive axée sur l'atténuation de la compétition sécuritaire. Mais ne voyez-vous pas que tout cela commence à s'effriter, un peu comme à la fin du 19e siècle, avec cette prétention de servir des objectifs supérieurs? Parce que, quand on regarde l'Occident politique aujourd'hui, il n'a plus du moins la même intention altruiste qu'il avait dans les années 1990. À l'époque, on percevait au moins une certaine croyance sincère en ces idéaux. Mais, aujourd'hui, alors que nous boycottons la diplomatie et sommes complices, au moins dans une certaine mesure, du génocide à Gaza, on n'a pas l'impression que la lutte idéologique ou les arguments qui la sous-tendent soient aussi profonds qu'à l'époque. En effet, nous semblons de plus en plus légitimer nos actions par la politique traditionnelle des blocs, plutôt que de nous concentrer sur la promotion de la démocratie libérale. Oui. Pour conclure, il faut dire que les doubles standards sont intégrés dans un système qui fonctionne selon deux logiques, l'empire et le bien commun, ou l'intérêt public. Par conséquent, l'empire cherchera toujours à se défendre. Lorsqu'il avance sans être contesté, il peut afficher un visage bienveillant. Mais dès qu'un défi se présente, on voit apparaître son visage plus dur. Et les doubles standards, bien sûr. On se montre amical ou sélectif. On impose. On est indulgent avec ses amis et dur avec ses ennemis, en utilisant précisément les valeurs normatives. Au XIXe siècle, on appelait cela les valeurs de la civilisation. Et les standards de la civilisation devaient s'appliquer. Donc, le deux poids, deux mesures n'est pas un accident. C'est absolument inhérent à ce qui se passe. Mais vous avez tout à fait raison. Cet impérialisme libéral du XIXe siècle a pris la forme, selon moi,
dans ma terminologie, après 1945, du globalisme libéral. Précisément les mêmes arguments. Et si je peux prendre un peu de recul un instant, ce qui rend la situation intéressante, c'est que nous avons affaire, ce qui complique un peu notre analyse, à trois types d'Occident, si l'on veut, trois Occidents. Il y a cette entité que j'appelle l'Occident politique après 1945, le système de puissance atlantique dirigé par les États-Unis, avec deux visages, l'impérial et le Commonwealth. Et il possède cet aspect de bien public authentique. Absolument. Je défends le meilleur de l'Occident dans ce sens, bien sûr. Les droits de l'homme, les libertés, les standards classiques de la haute modernité, et ainsi de suite. Cet Occident politique. Ensuite, il y a le second Occident. C'est précisément ce à quoi vous venez de faire référence. L'Occident civilisationnel. Alan Freeman, un penseur politique et ancien conseiller du maire de Londres, Ken Livingstone, le décrit comme l'Occident colombien à partir de 1492, après que Christophe Colomb soit allé en Amérique. Et cette domination de la civilisation européenne, avec toutes ses conséquences catastrophiques à l'échelle mondiale, mais aussi la diffusion de haute culture, évidemment, et d'une culture technologique est complexe. Mais c'est un autre moment intéressant auquel nous sommes en train de nous confronter. Nous sommes confrontés à l'héritage de l'Occident politique, à son ascension, puis à son déclin relatif aujourd'hui. Dans ce déclin, il devient, si l'on veut, plus agressif, passant du double standard à une forme unique de domination et d'hégémonie, comme vous le soulignez à propos du nouvel impérialisme à partir de la fin des années 1870, en particulier dans les années 1880, lorsque les puissances d'Europe occidentale se sont affrontées ouvertement et que les États-Unis ont rejoint le mouvement en 1898. Nous sommes donc en train d'assumer aujourd'hui 5 siècles de domination de la civilisation européenne à l'échelle mondiale. Comme nous le savons, l'un de nos collègues, Sergei Karaganov en Russie, écrit beaucoup à ce sujet, l'un des dirigeants et organisateurs du club Valdai, qui soutient que la domination de l'Occident, parfois évoquée sur 500 ans, parfois sur 300 ans, touche à sa fin. Nous faisons donc face à une double crise, celle de l'Occident politique après 1945 et celle de l'Occident civilisationnel. Le reste du monde en prend également conscience. Nous l'avons vu de façon spectaculaire lors du rapprochement entre la Russie, la Chine et l'Inde, main dans la main à Pékin, enfin à Tianjin, lors du sommet des BRICS, ou plutôt du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, les derniers jours d'août et le premier jour de septembre cette année. Puis-je simplement dire ceci? Il existe un troisième Occident. C'est cela l'Occident culturel. C'est celui qui, vous savez, remonte aux cultures gréco-romaines et babyloniennes. C'est celui dont le cœur est judéo-chrétien. Et dans cet Occident culturel, la Russie, par exemple, en est un membre fondateur. Elle en fait intrinsèquement partie. De plus, cet Occident culturel a toujours été ouvert. J'ai mentionné Babylone, la Perse, l'Indus et les civilisations cyniques. Il y a donc toute une série de livres publiés récemment en anglais sur l'Occident. Et c'est intéressant car il pose précisément la question, qu'est-ce que cette bête, cet Occident dont nous parlons? De toute évidence, cette profusion de livres aujourd'hui est une tentative de comprendre cette histoire de 2500, voire 3000 ans. Quand j'ai mentionné cela, ils sont chinois. Ah, c'est donc pour cela que c'est encore relativement nouveau, car ils ont une histoire de formation culturelle qui s'étend sur 5000 ans, d'une certaine manière. Mais oui, donc encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent en ce moment, ce qui rend la situation intellectuellement très stimulante. Si seulement nous pouvions saisir conceptuellement ces multiples couches et ces multiples, il est facile d'utiliser le mot « crise », mais bien sûr, vous savez, le mot grec « crise » signifie un moment de réflexion dans la vie de la communauté. Et c'est ce que nous faisons, réfléchir. Et c'est fascinant de le faire,
même si cela comporte d'énormes dangers que nous avons identifiés. J'aime bien cela. C'est une façon plus positive de voir la crise et aussi plus utile. Je voudrais aborder ce pivot vers l'Est que vous avez mentionné. De toute évidence, la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai en a été une bonne illustration. Mais une grande partie de la raison derrière cela, l'abandon par la Russie de la Grande Europe, est devenue dans une large mesure la conséquence du coup d'État de 2014 en Ukraine. Car pour les Russes, ils avaient plus ou moins préservé l'idée de Gorbatchev d'une maison européenne commune sous différentes formes. Même Poutine voulait ce que l'on appelle souvent une grande Europe. Mais le problème, toujours lié à l'expansion de l'OTAN, reconnu également dans les années 1990, était qu'il n'y aurait pas de limite logique à cette expansion. Où s'arrêterait-elle avant d'atteindre l'Ukraine? Et plus ou moins, il semblait que beaucoup, voire la plupart des gens, reconnaissaient que cela poserait de graves problèmes à cet endroit. Et cela est devenu l'année très importante de 2014, lorsque le gouvernement en Ukraine a été renversé avec le soutien de l'Occident, car les Russes semblaient penser que cela, eh bien, c'est devenu la preuve qu'il n'y aurait pas d'intégration progressive de la Russie. Au lieu de cela, l'Ukraine serait construite comme un mur ou une ligne de front contre la Russie. Et c'est à ce moment-là que les Russes ont semblé abandonner ce rêve d'une grande Europe et l'ont remplacé par ce qu'ils appellent désormais la Grande Eurasie. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que ce concept de Grande Eurasie soit dirigé contre l'Occident comme un nouveau bloc sur le modèle de la guerre froide. Mais plutôt, je pense qu'il s'agit simplement de créer un monde post-occidental où l'Occident n'est pas contre l'Occident, mais où il n'est plus aussi centré sur l'Occident qu'il l'était par le passé. Je voulais maintenant poser une question sur les implications pour l'Europe, car il ne s'agissait pas seulement de la volonté de la Russie de se tourner vers l'Est. Cela pourrait être un autre moment, Primakov. Mais encore une fois, nous vivons une époque très différente de l'histoire. En 2013, les Chinois avaient annoncé l'initiative, la ceinture et la route. En 2015, ils avaient présenté leur objectif de prendre le leadership dans des technologies clés avec l'initiative Made in China 2025. En 2015 également, ils ont lancé la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui est devenue l'un des nombreux efforts visant à revendiquer un rôle plus important dans la structuration de la finance internationale. Ainsi, en 2014, les Russes ont perdu tout espoir d'un avenir commun en Europe. Et au même moment, la Chine s'est élevée pour créer des alternatives économiques au système économique international centré sur les États-Unis. Et ensemble, ils semblent former une sorte d'attraction gravitationnelle qui a commencé à remodeler l'Eurasie. À la lumière de tout cela, quel est l'impact sur l'Europe? Car toute la décision de ne pas créer un système inclusif avec les Russes reposait sur l'hégémonie libérale. Mais l'hégémonie n'est plus une option. Alors, comment cela crée-t-il inévitablement une nouvelle guerre froide? Ou comment évaluez-vous, je suppose, la position de l'Europe dans cette grande Eurasie? Il y a un an, j'ai posé cette question à Poutine lors de la réunion de discussion de Valdai et je cherche toujours de bonnes réponses. Quelle pourrait être une façon d'harmoniser les initiatives sans être en conflit direct? Non, vous avez tout à fait raison de dire que nous assistons à l'émergence d'un ordre mondial de plus en plus post-occidental, voire d'un système international où la domination de l'Occident politique décline et, en effet, où la domination de l'Occident civilisationnel diminue à mesure que nous prenons conscience de notre propre héritage. Espérons que notre Occident culturel survivra et prospérera. Mais pour revenir à un point précis, c'est de l'hubris. Jonathan Haslam a écrit un excellent livre intitulé « Hubris » sur les origines de la guerre russo-ukrainienne.
et c'était vraiment une succession d'étapes, les unes après les autres. Vous avez posé plutôt une question sur les étapes intermédiaires. Eh bien, nous pourrions passer en revue tout cela et ajouter à cette liste tout un tas de choses, y compris les tentatives de construire un système antimissile balistique en Europe de l'Est, avec désormais 2 sites en Pologne et en Roumanie, et ainsi de suite, l'intervention en Libye. Mais puis-je simplement dire à propos de tout cela, de cette grande idée européenne, même Zbigniew Brzezinski, le grand, passionné, ardent défenseur de l'élargissement de l'OTAN, dans son livre de 1997, souvent mal cité, mais Le Grand Échiquier, il a dit qu'il voulait l'élargissement de l'OTAN, mais il a aussi dit à un moment donné, j'ai oublié à quelle page, il a effectivement déclaré que bien sûr cela ne pouvait avoir lieu que dans le cadre d'un cadre de sécurité pan-européen plus large, incluant la Russie. Donc même lui, et plus tard il a développé cette idée encore davantage, entré violemment en Russie, etc. Et bien sûr avec William Burns, George Kennan et d'autres, qui ont avancé des arguments similaires. L'Europe, en d'autres termes, n'a pas réussi à prendre le contrôle de son propre destin. Cette logique d'expansion était dictée par Washington. Bien sûr, il y avait une demande de la part des anciens pays communistes d'Europe de l'Est, mais une demande générée, bien entendu, en grande partie par l'absence d'une alternative cohérente. Et on peut comprendre pourquoi ils voulaient rejoindre l'OTAN, qui était la seule option proposée. Lorsqu'il y avait le partenariat pour la paix, si non pas le Conseil de l'Europe, mais si l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avait pu se développer comme alternative, alors la situation aurait été plus complexe. Mais en réalité, cela s'est étendu. Et bien sûr, comme vous le dites, cela a généré des tensions sans fin, des conflits sans fin, et cela a abouti à la situation actuelle. Mais le point le plus profond, comme je le dis, c'est qu'après 1989, l'Europe n'a pas réussi à se détacher de l'Occident politique. Ainsi, l'élargissement de l'OTAN n'était pas seulement une question d'intégrer l'Europe de l'Est ou de s'agrandir. C'était aussi un moyen de maintenir l'hégémonie américaine sur l'Europe de l'Ouest elle-même, de façon assez explicite en réalité. Je me suis justement penché récemment sur cette question. En Bosnie, si vous vous souvenez, en 1990 et 91, ce politicien luxembourgeois a dit « l'heure de l'Europe a sonné ». Et la première année, en 1991-92, l'Europe dit à Washington « n'intervenez pas, c'est notre arrière-cour, nous allons gérer cela ». Et bien sûr, les États-Unis ont ensuite saboté, enfin, la reconnaissance prématurée de la Croatie par l'Allemagne n'a pas aidé non plus, mais les Européens, au final, n'ont pas su gérer la situation. Les États-Unis sont alors intervenus délibérément et ont bloqué les premières versions des plans Badinter et d'autres initiatives. Bref, on pourrait entrer dans tous ces détails. Mais en fin de compte, après 1989, il ne s'agissait pas seulement de l'élargissement de l'OTAN. Le simple fait que l'OTAN subsiste permettait aux États-Unis de maintenir les États européens dans une position subalterne ou d'États vassaux, comme certains l'appellent, et ainsi de suite. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, cette surextension se heurte au mur de la guerre en Ukraine, sur lequel le projet européen va échouer, car il est évident qu'ils ont rencontré plus ou moins un obstacle solide, la résistance russe à cette expansion. Et bien sûr, de cette collision catastrophique comme nous le voyons actuellement, découle l'escalade des incidents. Les soi-disant violations russes en Pologne, les survols dans la Baltique, en Roumanie, etc. Ainsi, l'Occident politique, du simple fait qu'il a continué après 1989, a empêché l'Europe de prendre en main son propre destin, d'une manière ou d'une autre. Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en tant que président de la France en 2017, puis peu après, a prononcé de magnifiques discours précisément sur cette question.
made some splendid speeches precisely on this issue. It was called strategic autonomy and all the rest. On appelait cela l'autonomie stratégique et tout le reste. Cela a échoué. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? À la suite de la guerre russo-ukrainienne, nous assistons à l'otanisation de l'Union européenne. Comme je le dis, il ne s'agissait pas seulement d'élargissement, il s'agissait d'approfondir l'OTAN au cœur même du projet politique européen, ce qui signifie que l'Union européenne n'est plus un projet de paix, si tant est qu'elle l'ait jamais été. Elle est devenue un projet de guerre, comme nous le voyons aujourd'hui, avec des conséquences catastrophiques. Et bien sûr, il y a d'énormes difficultés économiques. Les coûts de l'énergie sont 3 fois plus élevés qu'avant la guerre, car le gaz russe bon marché n'est plus disponible. Et c'est pire. Je veux dire, la commission dirigée par Ursula von der Leyen suit une voie suicidaire qui va détruire les économies européennes à cause de l'intensité et de la violence de leur russophobie. C'est devenu une pathologie, comme nous le savons avec Kaja Kallas en tant que commissaire aux affaires étrangères, Kubilius dans le domaine militaire, Friedrich Merz en Allemagne, qui est encore une fois quelque chose d'assez étonnant. Donc, l'Europe est sur la voie de l'autodestruction. Pendant ce temps, comme vous le dites, le reste du monde observe alors que le Nord global se fragmente et que même l'Occident politique est en déclin, car il avait ces 2 aspects, le Commonwealth et l'Empire, et il devient désormais simplement un empire. Eh bien, comme vous le dites, à la fin du 19e siècle, c'est là que les illusions tombent. Je le décris parfois ainsi. Le rideau est tombé parce que le système de pouvoir derrière tous ces beaux discours était, vous savez, dissimulé derrière un voile. Et maintenant, ce voile a disparu. Et nous pouvons voir une Amérique trumpienne, une Grande-Bretagne starmerienne, une Allemagne merzienne, une France macroniste. Ce ne sont que des États qui se militarisent de façon virulente et qui, à l'exception de Trump, ne considèrent même pas le concept de paix, de négociation et de diplomatie pour mettre fin à la terrible guerre sur notre continent. Quoi qu'il en soit, dans tout cela, nous assistons effectivement à l'émergence d'une alternative, d'une Europe plus grande. Mais comme vous le dites, qu'est-ce que ce grand projet eurasien? Où commence-t-il? Où cela s'arrête-t-il? Quelle forme politique cela prendra-t-il? Quelle forme institutionnelle cela prendra-t-il? C'est un travail en cours, diraient certains. Et c'est pourquoi j'ai demandé, doit-on l'appeler l'Eurasie du Nord? Car il s'agit évidemment des États d'Eurasie du Nord, la Chine, la Russie. Doit-on l'appeler l'Est global? Bien sûr, allié avec le Sud global, avec de nombreux pays qui cherchent un équilibre, qui suivent ou s'alignent, et tous ces débats classiques à ce sujet. Mais d'une certaine manière, nous revenons à un conflit entre grandes puissances. Et donc, en effet, nous revenons à un moment de la fin du 19e siècle. Et nous savons comment cela s'est terminé avec la Première Guerre mondiale. Et tout l'objectif du système international fondé sur la Charte était d'éviter de revenir à 1914 ou 1939. Mais malheureusement, nous nous dirigeons dangereusement vers ce dénouement, à moins que nous, en tant qu'intellectuels, mouvements pour la paix et autres mouvements, puissions offrir une force de contrepoids. Et cela, nous le voyons, je suppose. Juste un dernier point, Seb, en lien avec ce que tu dis. Comme tu le dis, ce n'est pas anti-occidental. Ce mot, il est important de le préciser, s'oppose à la logique politique au cœur de l'Occident politique, qui est toujours compétitive. Perdre, gagner, etc. Et évidemment, Trump en est l'incarnation alors que beaucoup critiquent la philosophie chinoise du gagnant-gagnant. Mais elle me séduit. Essayons de la faire fonctionner. Changeons la dynamique de la politique internationale. Et c'est tellement catastrophique. Face à, vous savez, nous avons tellement de développements technologiques passionnants. Je suis particulièrement enthousiaste à propos des petits réacteurs modulaires. Ils pourraient développer certaines régions d'Asie, d'Afrique, l'Arctique.
des endroits où il est difficile d'avoir de l'électricité. Vous savez, nous pouvons tout améliorer. L'humanité est capable de tant de choses. Et pourtant, si je puis me permettre, ces élites politiques rétrogrades à Washington, Bruxelles, Varsovie, Londres, Berlin, et la liste est encore plus longue, cherchent à mettre en scène une forme de politique anachronique, archaïque, que en 1945, pendant un bref instant, et en 1989, pour un second moment, nous avons vraiment cru pouvoir transcender. Cette approche chinoise du gagnant-gagnant, qu'ils appellent aussi l'esprit de Shanghai, ne devrait pas nous sembler si étrangère. C'est en quelque sorte le principe clé de la sécurité indivisible, censé être la recette pour surmonter, ou du moins atténuer, une partie de la compétition sécuritaire dans le système international. C'est donc la solution vers laquelle nous aurions dû tendre. Il semble simplement qu'en Occident, nous ayons du mal à nous adapter à ce moment post-hégémonique, car il s'agit de la fin d'une ère de 500 ans. Je n'entends pas assez de discussions sur la manière dont il serait possible, pour nous en tant qu'Occident politique, d'harmoniser nos intérêts avec d'autres grandes puissances qui ne sont pas occidentales. En d'autres termes, à quoi ressemble un monde où nous ne sommes plus dominants? Parce que c'est tout simplement la réalité. Je pense qu'une grande partie des conflits que nous connaissons provient de la réticence à s'adapter à cette réalité. Au lieu de cela, toutes les initiatives en matière de sécurité semblent organisées autour de l'idée de revenir en arrière, de restaurer l'ère hégémonique. Donc, comment affaiblir les Russes, affaiblir les Chinois? J'avais juste un commentaire à propos de la question Macron, car ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il avait en fait averti il y a des années que nous, Européens, ne devrions pas devenir des vassaux des États-Unis. Et il a également reconnu que les Européens devaient trouver un rôle pour la Russie en Europe, que nous ne pouvions pas simplement créer une Europe sans les Russes. Et ces deux questions étaient liées, parce que si nous n'avons pas de rôle pour la Russie en Europe, nous allons avoir des conflits. Si nous avons des conflits, cela signifie que nous serons plus dépendants des États-Unis pour la sécurité si nous ravivons la logique de la guerre froide. Et dans une telle situation, tout cet objectif de créer une position indépendante pour l'Europe, autonome des États-Unis, serait compromis. Car ce qui a changé au début des années 90, c'est que nous n'avions pas cette dépendance excessive de l'Europe à la sécurité américaine, que les Américains pouvaient alors utiliser pour obtenir des concessions politiques et économiques de la part des Européens. Encore une fois, une relation très asymétrique. Mais au lieu de cela, les Européens ont fait exactement le contraire. Ils se sont engagés dans cette guerre en Ukraine, ce conflit avec la Russie, et en conséquence, une chose très prévisible s'est produite. Les Européens ont été coupés de la Russie, en partie par leurs propres actions. Bien sûr, la destruction de Nord Stream a contribué à rompre les liens économiques, mais ils ont également suivi les sanctions rétablies contre l'Iran, se coupant aussi de ce côté-là. Et maintenant, avec la Chine également, ils subissent la pression des Américains pour imposer davantage de sanctions, coupant aussi ces liens. Même l'Inde est sous pression et se retrouve marginalisée. Le problème, bien sûr, c'est que les Européens ne font ainsi qu'accroître leur dépendance envers les États-Unis, qui deviennent la seule option possible. Et cela permet aux États-Unis de devenir encore plus abusifs, si l'on peut dire, ou extractifs dans leurs relations. Il ne semble tout simplement pas que l'Occident politique puisse durer beaucoup plus longtemps dans un partenariat aussi inégal entre un maître et un esclave. Ce n'est certainement plus une relation d'égal à égal. Et pourtant, les Européens ne semblent pas aborder ce problème. Au lieu de cela, ils semblent seulement pousser à plus de conflits avec la Russie et à impliquer davantage les États-Unis. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. J'aimerais aussi voir la préservation de l'Occident culturel,
Et je suis un peu inquiet quand j'entends en Russie qu'ils en ont fini avec l'Occident, tout simplement. J'aurais aimé voir des efforts pour raviver certains liens avec l'Occident culturel, même s'ils semblent en avoir assez de l'Europe en ce moment, du moins dans leur rhétorique. Otto von Bismarck, l'architecte de l'unification allemande à la fin du XIXe siècle, disait que le secret d'une politique étrangère réussie réside dans un bon traité avec Moscou, avec la Russie. Et je pense que ce principe est aussi valable dans les années 1870 qu'aujourd'hui. Voilà donc le secret, et cela aurait toujours été le secret. Vous avez donc tout à fait raison. Ce qui s'est malheureusement produit, c'est que Washington, les États-Unis, ont eu trop de succès en otanisant l'Europe. Et maintenant, même si les États-Unis eux-mêmes commencent à évoluer, et évidemment Trump va au-delà de l'OTAN, il est très ambivalent à ce sujet. Et bien sûr, les États-Unis eux-mêmes sont désormais en train de se détacher de l'Occident politique. Ils l'utilisent, comme vous le dites, de manière instrumentale. Il intimide ses alliés autant que ses prétendus adversaires et opposants. Donc c'est une puissance faible. Et l'Occident semble l'accepter, prêt à sacrifier de bonnes relations avec l'Inde et la Chine. En ce moment, il y a un débat à ce sujet, dans la poursuite de politiques, encore une fois, dictée par les préoccupations de Washington. Donc l'Occident politique, et vous savez, la façon dont je perçois ce phénomène trumpien, qui bien sûr recoupe tous ces éléments, c'est que Trump lui-même est intéressant, parce que la façon dont je le vois, c'est que Trump mène en fait 4 défections. Il fait défection, il part. La première, il quitte l'Occident politique. Tout tourne autour de cela. L'Amérique d'abord, rendre à l'Amérique sa grandeur. Nous n'avons pas besoin de ces alliés d'Europe occidentale. Ils ont été un fardeau pour nous, et ainsi de suite. Si vous voulez quelque chose des États-Unis, vous devez le payer. Et si vous voulez poursuivre la guerre en Ukraine, vous la financez. Nous fournirons les armes, mais c'est à vous de payer. Et vous en assumez la responsabilité. Donc, l'Occident politique est en train de se diviser. Mais cette défection, on pourrait dire cette défection trumpienne, a été accueillie favorablement par tout le spectre des gens de gauche et des pacifistes, qui pouvaient dire oui, il est temps. L'OTAN a été créée dans un but précis. Elle aurait dû être dissoute il y a 40 ans. Mais la deuxième défection est plus préoccupante pour les États-Unis, car il s'agit aussi d'une défection vis-à-vis du système international, de la Charte des Nations Unies. Comme nous le savons, les États-Unis ne payent pas, et ce depuis de nombreuses années, y compris sous Biden, leur part entière des coûts des Nations Unies. En fait, cette année, ils n'ont payé qu'un tiers de leur contribution. D'ailleurs, la Chine n'est pas non plus à jour dans le paiement de sa contribution aux Nations Unies, et c'est un point que nous devrions vraiment soulever auprès de nos amis chinois. Pourquoi n'intervient-elle pas pour soutenir les Nations Unies et leur travail? Comme vous le savez, les Nations Unies devront se séparer d'environ 500 employés rien que cette année. Donc c'est très mauvais, c'est la deuxième défection, bien sûr. Les autres sont internes. Aux États-Unis, Trump faisant défection de la Constitution américaine, démantelant l'État administratif, à la Bannon de l'intérieur, et bien sûr faisant défection de l'ordre politico-économique international qu'il avait établi au profit de sanctions et de tarifs unilatéraux, etc. Alors, qu'en est-il de l'Europe? Où cela la laisse-t-il? Comme vous le dites en Russie, presque tous les universitaires, intellectuels ou penseurs publics diront, à part les eurasianistes, que la Russie est fondamentalement un État européen. Nous le savons. Je ne suis jamais allé à Vladivostok, mais je suis allé jusqu'à Tomsk et Irkoutsk, etc. Et ce sont des sociétés européennes, profondément européennes, et à bien des égards, ce que l'Europe a de meilleur perdure encore.
la tradition social-démocrate, l'État-providence et ainsi de suite, les avantages publics. Bien sûr, c'est relativement sous-développé, eh bien ce n'est pas si riche, donc cela ne s'est pas développé autant que cela aurait pu. Donc, vous avez tout à fait raison. La Russie ne quitte pas l'Europe, elle va continuer à y rester. Et elle ne va pas être déplacée vers l'océan Pacifique. Tout comme le Royaume-Uni, qui évidemment pendant de nombreuses années aurait voulu être remorqué au milieu de l'Atlantique pour ne plus avoir ces Européens agaçants qui nous collent au basque aussi longtemps. Oui, où cela laisse-t-il l'Europe? Le seul pronostic que nous puissions avoir est profondément pessimiste, imprégné d'un esprit de militarisme, de revanchisme, mais surtout d'incompétence. Elle est incapable de développer une stratégie pour son propre développement, pour sa propre politique. Elle est animée par cette russophobie virulente, si intense, si puissante, on pourrait dire, en d'autres termes, que la culture politique européenne est devenue complètement ukrainisée. Et par là, j'entends bien sûr que la guerre en Ukraine est en partie une guerre civile à l'intérieur même de l'Ukraine. Vous avez mentionné le coup d'État de 2014 qui a bouleversé l'équilibre en Ukraine et permis à une partie très militante et nationaliste radicale de la société de vaincre, de détruire et de saper politiquement l'autre partie, ce qui a ensuite engendré un conflit. Mais cette partie a désormais été presque absorbée par la culture politique européenne, en même temps que la militance israélienne a également été intégrée à la culture politique européenne. Cette semaine encore, dans de nombreux pays, including le Royaume-Uni, nous avons vu la reconnaissance de l'État palestinien, comme nous l'avons tous entendu. Mais la seule réponse est « trop peu, trop tard », étant donné que les massacres de masse continuent, génocide, appelez-le comme vous voulez, à Gaza. C'est lorsque les livres d'histoire seront écrits, l'apothéose, l'aboutissement de la faillite intellectuelle et stratégique de nos élites ouest-européennes, le fait que nous n'ayons pas su nous opposer. Et comme vous l'avez mentionné, le retour des sanctions contre l'Iran, la semaine dernière encore, l'Iran a accepté de permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique de reprendre les inspections sur son territoire. Pourtant, ces puissances européennes, on se demande parfois si notre élite n'est pas devenue folle. Où est la logique? Où est l'humanité? 90 millions de personnes en Iran qui souffrent, près de 150 millions en Russie. N'y a-t-il donc aucune limite? Et bien sûr, malheureusement, il semble effectivement qu'il n'y ait aucune limite à leur faillite intellectuelle et stratégique, et bien sûr à la corruption politique. Oui, donc l'entretien avec Macron où il a reconnu que les Iraniens ont ouvert la porte à l'AIEA, mais allons-nous quand même maintenir les sanctions? Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. Mais aussi, comme vous l'avez suggéré, un élément clé de la géopolitique est la reconnaissance de l'importance de la géographie. Donc évidemment, la Russie sera toujours présente en Europe. Mais juste pour une dernière question, je voulais vous demander, parce que votre livre sur la paix perdue décrit de nombreux chemins qui n'ont pas été empruntés. Et j'imagine que nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si ces chemins avaient été suivis dans une autre chronologie. Quels sont les chemins possibles qui s'offrent à nous? Il ne s'agit pas seulement, vous savez, des idées actuelles proposées par les gouvernements européens. Nous venons de voir le président de la République tchèque suggérer que nous devrions commencer à abattre des avions russes, une autre idée horrible qui nous rapproche de la Troisième Guerre mondiale. Mais quelles sont les autres voies possibles en matière d'organisation de la sécurité européenne? Car, de toute évidence, les Russes ont opéré un pivot plus ou moins permanent vers l'Asie. Mais même dans cette construction de la Grande Eurasie, l'Europe en fait toujours partie. Nous n'aurons pas les possibilités que nous avions dans les années 1990,
Mais quelles sont les options aujourd'hui pour que l'Europe organise ses relations avec la Russie? Parce que je sais que les Européens n'aiment pas toujours l'entendre, ou du moins les dirigeants européens, mais la Russie est le plus grand pays d'Europe en termes de superficie, de population, de puissance militaire, ainsi que d'économie. Elle est désormais la 4e économie mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat, et cela en pleine guerre. Cette tendance ne fera que s'accentuer. Donc, l'idée que les dirigeants européens reconnaissaient autrefois, selon laquelle créer une Europe sans la Russie risquait de devenir une Europe contre la Russie, s'est réalisée comme on pouvait s'y attendre. Mais quelles sont alors les autres options? Comment pouvons-nous organiser la sécurité européenne? Pas seulement, vous savez, pour faire plaisir à la Russie, mais pour nous-mêmes, car cette Europe, de toute évidence, ne se porte pas très bien. J'aime utiliser le mot immanent, pas imminent, mais immanent. Quelque chose, vous savez, les forces qui existent au sein d'une société, qui tendent dans un sens ou dans un autre, et cela vaut aussi pour les affaires internationales. Ainsi, en 1945, il y avait un potentiel à ce moment-là, le moment de 1945, l'esprit de 1945, comme on peut l'appeler, qui menait vers « d'accord, il faut aller vers l'établissement de ce système de charte ». Mais bien sûr, en même temps, il y avait la guerre froide, qui a été générée peu après. Et puis bien sûr, en 1989 en Russie, et avec les mouvements pacifistes en Occident, il y a eu une impulsion particulière dans une certaine direction. Aujourd'hui, quelles sont les forces profondes, souterraines, qui bouillonnent sous la société et qui nous permettraient de répondre à votre question en ce moment précis? Et malheureusement, au sein de l'Occident politique, cet Occident dont nous parlons, tout cela est profondément négatif. Vous savez, on se demanderait alors, où sont les mouvements pour la paix? Où sont-ils? Il y a des mouvements pour la paix, il y en a beaucoup. J'ai parlé à beaucoup de ces personnes formidables, et il existe des forces contraires et des individus courageux. Aux États-Unis, nous avons le Quincy Institute for Responsible Statecraft et bien d'autres qui font un excellent travail. Au Royaume-Uni, malheureusement, il y a presque une faillite intellectuelle et institutionnelle totale en ce qui concerne la réflexion sur des alternatives. Malheureusement, certains diront qu'il faut une guerre pour que le système international change à ce moment-là et pour que les forces imminentes émergent. Et bien sûr, à l'ère nucléaire, une telle guerre serait effectivement fatale pour l'humanité. Les insectes pourraient bien survivre et les cafards prospérer. Mais la force contraire aujourd'hui ne vient pas de l'Occident lui-même, mais de l'extérieur de l'Occident, le monde post-occidental, les forces contraires, pas anti, mais contraires, la logique du conflit avec toutes ses contradictions. La Russie, la Chine, l'Inde, bien sûr, ont aussi leurs contradictions et doivent travailler en interne pour se conformer davantage aux idéaux de la charte. D'accord, on nourrit d'abord la population, puis on avance. Très bien, c'est une manière raisonnable de procéder. En résumé, aujourd'hui c'est profondément négatif pour nos sociétés occidentales, profondément négatif. Au Royaume-Uni, comme vous le savez, nous avons un gouvernement extrêmement impopulaire. En France, Macron est à 17%, le Parti travailliste 20%. Je veux dire, c'est incroyable à quel point l'élite politique, la tentative d'établir une alternative menée par Corbyn et Zahra Sultana au Royaume-Uni, appelée Your Party, a très vite éclaté. Je ne sais pas quand ça se remettra. Et les idées et l'enthousiasme sont à droite. Nous l'avons vu aux États-Unis avec Charlie Kirk, nous le voyons en France avec le Rassemblement national. Et cela, bien sûr, peut stabiliser la situation, mais cela n'apporte pas de solution. Donc je pense que le seul pronostic est qu'il n'existe pas de système international
et pas d'alternative à la charte du système international aussi mal qu'il fonctionne. Réforme des Nations Unies, faisons fonctionner le système des Nations Unies et soyons à la hauteur des principes de 1945. J'aimerais simplement qu'il y ait quelques signes encourageants de la part de grandes figures politiques de notre époque, prêtes à mener une véritable diplomatie et à proposer au moins quelque chose. Mais au lieu de cela, nous avons des dirigeants qui n'apportent rien, et nous voyons qu'ils s'isolent eux-mêmes, ainsi que leur pays, sur la scène internationale. Ils s'enfoncent davantage dans plusieurs guerres, supervisent ce déclin économique, et en conséquence, traversent désormais une crise de légitimité politique. Comme vous l'avez justement dit, ils n'ont aucun soutien significatif, et la réaction semble être de s'en prendre à l'opposition politique, comme on le voit actuellement dans de nombreux pays européens. Encore une fois, j'aurais aimé voir une transition ordonnée vers ce système multipolaire, mais il semble que les Européens soient déterminés à foncer droit dans le mur. J'imagine que le changement arrive, peu importe à quel point on ignore la réalité. Quoi qu'il en soit, j'adore toujours lire vos livres, donc je mettrai un lien dans la description et je ne saurais trop recommander votre dernier ouvrage à tous ceux qui nous écoutent. Donc oui, merci encore d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Merci beaucoup.